Mon invité ce soir est Jacques Attali, essayiste, ancien conseiller politique, mais également et surtout économiste, qui pourra nous éclairer justement sur la situation de la France, mais également sur cette nomination de Michel Barnier. Aujourd'hui, plus de 138 manifestations se sont tenues à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Des cortèges qui dénoncent le coup de force d'Emmanuel Macron, disent-ils, en imposant Michel Barnier à Matignon. Écoutez. La première chose que nous allons faire avec M. Barnier, c'est la motion de censure. Par conséquent, toute discussion avant est vaine. Ça ne sert à rien. Nous le censurons pour des raisons républicaines, pour des raisons politiques. Si dans ce pays, désormais, il n'y a plus aucune règle, y compris dans les élections, est-ce que ces gens d'en haut, puisqu'ils nous regardent de haut vers le bas, se rendent compte du message qu'ils envoient au peuple français ? Jacques Attali, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être présent sur ce plateau ce soir. Votre regard va être très important puisque vous le voyez, une partie de la gauche est dans la rue aujourd'hui à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais parler tout de même à l'électeur, à l'homme de gauche ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord que Michel Barnier doit être censuré ? Premièrement, j'étais contre la dissolution. Deuxièmement, j'ai dit publiquement que je pensais que, vu le résultat des élections, il fallait proposer à celle qui représentait la coalition la plus avancée, minoritaire mais avancée, de former un gouvernement, de réunir le Parlement le plus vite possible et de voir. On aurait vu tout de suite que cette coalition était extrêmement minoritaire et on serait passé à autre chose. À mon avis, ça aurait été démocratiquement et pédagogiquement la meilleure solution. Bon, maintenant, on n'a pas fait ça. On a en quelque sorte virtuellement fait ça puisqu'on a constaté, le président a constaté dans son bureau qu'il n'y avait pas une majorité pour cette gauche et a décidé de passer à autre chose. Il y avait sans doute une majorité entre le Parti socialiste et les Républicains si le Parti socialiste n'avait pas accepté cette coalition qu'on peut traiter de l'union de la gauche ou si on veut être polémique de otage de LFI. D'une certaine façon, c'est comme ça. Le Parti socialiste, à mon grand dam, accepte cette soumission intellectuelle à LFI pour une raison de fond, c'est qu'il n'a pas travaillé, on y reviendra, sur son programme, il n'a pas créé les conditions d'une force idéologique et programmatique qui le sépare d'un programme très avancé, très sophistiqué de LFI, avec lequel je suis largement en désaccord, puisque c'est un programme de sortie de l'Europe, pour faire court, mais qui est un programme très structuré, mais qui est celui dont la gauche aujourd'hui est otage ou prisonnière, ou comme on voudra l'appeler. Donc aujourd'hui, le vrai programme qui serait le meilleur, à mon avis, pour la France, c'est un programme qui irait des socialistes à la droite républicaine, mais ça ne se fera pas parce que telle est la société française d'aujourd'hui. Et il arrive, en mathématiques comme en politique, qu'il y ait des problèmes sans solution. Nous sommes devant un problème sans solution où le président avait le choix entre un gouvernement otage de LFI et avec LFI au gouvernement et en appliquant le programme de LFI, ou un gouvernement otage du Rassemblement national, sans le Rassemblement national au gouvernement, et sans doute en appliquant une partie du programme du Rassemblement national. C'est ça le choix qu'avait le président. Il a choisi celui-là. À mon avis, c'est le choix qui serait arrivé, quoi qu'il arrive, dans la mesure où la motion de censure que M. Mélenchon annonce, et qui est tout à fait légitime et démocratique, va échouer. Mais c'est vrai qu'on se pose la question également ce soir en voyant ces images. Est-ce que Michel Barnier n'est pas là par la faute, concrètement, de la gauche ? Eux qui ont mis du temps à s'accorder autour de Lucie Castet, qui ont mis de côté Bernard Cazeneuve, est-ce qu'ils n'ont pas raté la marche pour mettre en place leurs idées ? Non, mais ils n'ont pas voulu, clairement. Il faut bien voir la stratégie des uns et des autres. Les hommes politiques, Clémenceau disait, un homme politique, si vous voulez savoir où est sa tête, regardez où sont ses pieds, c'est-à-dire sa base électorale. Monsieur Faure n'a qu'une hantise dans la vie, c'est de ne pas être battu, lui, personnellement, aux élections. Donc, il est collé au rassemblement, à LFI. Monsieur Mélenchon n'a qu'une ambition dans la vie, c'est d'être candidat au second tour de l'élection présidentielle contre Madame Le Pen. C'est tout ce qu'il faut voir à gauche. Dans la mesure où ces deux hommes ont des intérêts convergents personnels, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du pays, qui sont des intérêts personnels, je dis bien personnels, pas l'intérêt du pays, qu'est-ce qu'ils jouent tout naturellement ? Ils jouent la politique du pire. Ils jouent une alliance qui empêche tout gouvernement qui ne soit pas celui qui conduira M. Mélenchon au second tour et M. Faure de réussir à garder son petit siège de petit député le moment venu. Voilà où nous en sommes pour la gauche. On ne pouvait pas attendre autre chose d'eux
pouvez pas attendre qu'il soit dans l'intérêt du pays en situation de choisir un programme sérieux. D'ailleurs, il faudrait encore qu'il s'y réfléchisse à un programme sérieux, ce qui n'a pas été fait, ce qu'avec quelques-uns dans le mouvement France Positive, nous essayons de faire pour le proposer à la classe politique en général, mais ils ne le font pas. Donc la pièce est écrite d'avance. M. Mélenchon fera tout pour que le gouvernement échoue, il fera tout pour que la gauche social-démocrate ne se libère pas, et même il sera content si la gauche social-démocrate le quitte, parce qu'il pourra leur dire « vous êtes des sociotraîtres, il n'y a que moi qui suis la vraie gauche, et donc c'est moi qui serai le candidat ». Tout ça est écrit d'avance. Pour éviter le scénario Madame Le Pen contre M. Mélenchon au deuxième tour de l'élection présidentielle, qui aura peut-être lieu plus tôt qu'on ne croit, car les événements s'accélèrent. Pour éviter cela, il faut que la gauche, non LFI, prenne son autonomie intellectuelle et idéologique et construise un programme et une indépendance de pensée. On en est très loin. Parce que c'est ce que vous dites très concrètement, c'est qu'il y a un manque de colonne vertébrale idéologique dans plusieurs partis. Oui, tous. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe? Qu'est-ce qu'on fait avec la défense? Qu'est-ce qu'on fait avec, on va parler d'économie, qu'est-ce qu'on fait avec le budget? Voilà, on est devant le mur. Personne n'a réfléchi au budget, sauf le gouvernement actuel parti qui a fait son travail de base, très bien d'ailleurs, de préparer démocratiquement un budget, mais qu'on ne connaît pas encore, mais qui est la reconduction de « vous ne pouvez pas faire autre chose ». Mais là, on est à 8 jours, à 3 semaines de la présentation d'un budget à l'Union européenne et au Parlement européen, et l'équation est terrible. Parce qu'il faut faire des choix, plus ou moins quelque part, il faut faire aussi des choix en dépenses en moins et en impôts en plus. Mais vous parlez des intérêts personnels. Il y a un homme tout de même qui a surpris de par les images lors de la passation entre lui-même et Michel Barnier. Il s'agit de Gabriel Attal, qui n'a pas voulu serrer la main à Michel Barnier lors de cet échange. On le voit sur ces images, avec un Gabriel Attal qui dit tout de même que concrètement, il n'assurait pas cette solidarité totale à Michel Barnier. Est-ce que c'est une attitude commune pour un Premier ministre sortant ? D'abord, je pense qu'il faut être tous en situation de dire ce que peu d'hommes politiques sont capables de faire, que nous souhaitons le succès du gouvernement de la France, quel qu'il soit, parce que ça serait le succès de la France. Et moi, je souhaite le succès de M. Barnier, parce que ce serait un succès de la France, même si je ne suis pas d'accord sans doute avec un certain nombre de choses qu'il voudra faire. Vous avez dit que M. Attal s'est comporté d'une façon, je ne sais pas comment vous l'avez qualifié, mais non personnelle. En réalité, il n'a parlé que de lui-même. Puisqu'il a dit, j'aurais voulu rester plus longtemps. N'épilons pas sur les personnes ou sur les histoires anecdotiques des uns et des autres. La situation française est telle qu'aujourd'hui, on doit avoir une douzaine, sinon une quinzaine de candidats à la prochaine élection présidentielle, qui sont d'une fébrilité extrême parce qu'ils ne savent pas quand elle aura lieu, peut-être dans 3 semaines, peut-être dans 2 ans et demi, on n'en sait rien, et qui donc essayent tous de se placer. Ils ne pensent qu'à eux. La plupart des hommes politiques français ne pensent que c'est comme ça qu'il faut lire la situation d'aujourd'hui. Mais vous êtes tout l'inverse, Jacques Attali. Ça fait 40 ans que je ne vous... suis pas un homme politique. Plus de 40 ans que vous conseillez justement des présidents. Je n'ai conseillé que François Mitterrand. Les autres, je les ai conseillés à la cantonade, mais le seul... Mais vous avez fait partie de commissions bipartisanes, notamment Nicolas Sarkozy, où justement vous parliez de la croissance, essayer de trouver des solutions. Et depuis une dizaine d'années, avec le mouvement France Positive, j'essaye avec beaucoup d'autres, en particulier beaucoup de jeunes, de proposer des solutions et de les mettre à la disposition d'une classe politique qui n'en a rien à faire, qui n'écoute pas et qui s'occupe simplement de savoir comment elle va gagner des élections par des petites manœuvres. Mais est-ce que Michel Barnier peut incarner ça ? C'est-à-dire, on parle d'un symbole de l'apaisement dans la presse. Oui, que mes confrères, mes consoeurs ont raison. Vous êtes sur les questions de personnes, moi je suis sur les questions de programme. Vous vouliez qu'on parle de la dette et du budget. Je rappelle des choses simples. Selon la Commission européenne et selon la Cour des comptes, il faut trouver 100 milliards en 3 ans. Pour faire court, je pourrais vous donner le détail de ce petit calcul arithmétique. Pour trouver 100 milliards en 3 ans, il faut trouver sur chaque foyer fiscal, je dis bien sur chaque foyer fiscal, 800 € par an. Alors, 800 € par an, c'est pas grand-chose, semble-t-il. Bon, c'est pas grand-chose quand on gagne 10 000 € par an, par mois, ce qui n'est pas... Quand on est au SMIC, c'est autre chose. Mais quand on est au SMIC, 700 € à trouver en moins de transferts sociaux ou en plus d'impôts, c'est gigantesque. Donc, comment va-t-on trouver 700 € en moyenne ?
sur chaque foyer fiscal. En sachant qu'évidemment, sur une bonne partie des foyers fiscaux, on ne va pas les chercher, et c'est normal, ni en TVA, ni en impôt sur le revenu, ni en tout autre impôt. Comment trouver 700 € en moyenne en dépenses ou en recettes? Je pense plus d'ailleurs en économie budgétaire, parce qu'on est quand même le pays qui a le plus d'impôts au monde, le deuxième pays avec le plus d'impôts au monde. Donc, globalement, ça suffit. Sans doute faut-il répartir un peu autrement, c'est sûr. Donc pas d'augmentation d'impôts? Globalement. Mais ça, c'est la question. C'est la seule question aujourd'hui. Il y a 1000 autres questions sur l'Europe, la défense, la géopolitique, le rapport à l'étranger, l'application de la laïcité, l'école, la santé. Il y a 1000 autres questions. Mais il y a une question qui est première et qui va d'ailleurs conditionner les autres, parce que si on fait des économies, ou il va falloir sur quel secteur, et en particulier sur tous les secteurs que je viens de nommer, où trouve-t-on 700 à 800 € par an, pendant 3 ans, sur 38 millions de foyers fiscaux? Et d'ailleurs, Michel Barnier l'a répété hier au journal de 20h, et l'a répété encore aujourd'hui lors de sa visite à l'hôpital Necker. Écoutez. La situation est très grave, je l'ai dit hier. Je ne veux pas augmenter la dette financière sur nos générations futures, ni la dette écologique. Je pense qu'on peut, tout en bien gérant l'argent public, en gérant mieux l'argent public, l'argent des contribuables, l'argent des Français, on peut faire des progrès dans l'efficacité de la dépense publique. Donc c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Chercher, c'est bien, mais on est tout de même scruté par les autres pays européens. On fait partie de 7 pays européens qui sont tout de même épinglés sur le dossier du déficit, pointés du doigt également, avec une dette abyssale, Jacques Attali. C'est très difficile de faire des économies. Quand je conseillais François Mitterrand, nous avons eu... Je signale que François Mitterrand a terminé son mandat en 1993, puisqu'après, pendant 2 ans, il n'avait plus la responsabilité. La dette publique était de 50% du PIB. Donc on ne dise pas que c'est François Mitterrand qui a fait exploser la dette française. La dette publique, à la fin de l'action de François Mitterrand, c'était 50% du PIB, et non pas 110 ou 115 comme aujourd'hui. Donc, nous avons été confrontés à cela. Et déjà, il y avait cette obsession. Et la seule façon qu'on a trouvée, c'est de dire on coupe 1% du PIB dans les dépenses publiques d'une façon aveugle ou presque aveugle. Et ça fait hurler tous les ministres de l'époque. Et je me souviens que je me suis fait beaucoup d'ennemis quand nous avons décidé ça, mais on l'a fait. Donc c'est possible. Donc chaque ministère trouvait comment réduire les dépenses. Voilà. Mais c'est très difficile. Je vous prends un exemple. En matière d'éducation, nous dépensons par élève à peu près autant que l'Allemagne. Or, pour autant, les enseignants français sont payés moitié moins que les Allemands. Il y a quand même un mystère à ça. La réponse à ça, semble-t-il, si on regarde ce que dit l'OCDE, c'est que les Allemands dépensent 10 à 12% en dépenses non éducatives dans le budget de l'éducation, c'est-à-dire toutes les dépenses de contrôle, d'administration, tout. Nous dépensons 35 à 40% en dépenses administratives d'éducation. Ce qui est d'ailleurs le même chiffre à peu près, le même pourcentage en matière de santé. C'est pas en 3 ans qu'on va réduire les dépenses administratives de l'éducation et les dépenses administratives de la santé de 30 à 10%. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait mettre l'essentiel de nos moyens sur la formation des maîtres, les rémunérations des maîtres. Naturellement, on hurlera moins d'inspecteurs, moins de contrôles, moins de personnes dans les agences régionales de santé, avec des tas de gens qui sont des gens tout à fait respectables, qui font les métiers en question, mais à un moment, il faut faire des choix. Donc vous conseillez très clairement, d'une manière officieuse, vous faites aussi des propositions... Oui, c'est ce que nous allons faire dans le positif. C'est-à-dire d'essayer de prendre le risque pour que Michel Barnier, en fait, mette en place, même si ça fait hurler dans les rues, d'essayer d'avoir une rigueur budgétaire dans chaque ministère. Oui, et en même temps avec un peu plus de justice fiscale, parce qu'il faut... Moi, j'ai toujours été favorable à l'impôt sur la fortune, par exemple, tel qu'il était avant, avec les exonérations qu'il contenait, qui étaient habiles, parce qu'elles permettraient de financer des associations. Donc un retour de l'ISF. Oui, l'ISF, qui comptait des moyens d'y échapper en finançant des start-up et en finançant des associations, ce qui était très, très malin. Juste pour le retour de l'impôt de cette façon, qui ne rapporte pas beaucoup, parce qu'il rapportait 4 ou 5 milliards, ce qui n'est pas du tout à l'échelle... mais symboliquement, c'est quelque chose de significatif. Et naturellement, il faudra... Mais le problème, c'est que les débats électoraux ne l'ont pas permis. Les élections ont été improvisées, et donc personne n'était préparé, sauf la LFI qui a imposé son programme de la gauche. La droite n'avait pas de programme, ni les partis gouvernementaux, ni les autres. C'était un désert intellectuel et programmatique total. Ce qui fait que, à cette simple question, comment on trouve 800 € par an pour tous les foyers fiscaux, en moyenne naturellement,
personne n'a le moindre commencement de début de réponse. Et pourtant, si on veut le faire, eh bien, il faut mieux préparer l'opinion, y être prêt, en débattre, ça prend du temps. D'une gauche démocrate et réunie, on avait mis des années à faire de la pédagogie intellectuelle sur ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tout le monde a l'impression qu'on peut appuyer sur un bouton et que l'argent tombe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La France, je le rappelle, est le seul pays d'Europe qui a un déficit budgétaire primaire, un déficit de la balance des paiements et un déficit de la balance commerciale. Aucun autre pays, même pas la Grèce, même pas l'Italie, même pas l'Espagne, ont cette situation catastrophique. Notre situation industrielle se dégrade. Il faut se redresser vite, sinon la pente du déclin arrive très très vite. Et puis à ce moment-là, c'est vraiment irréversible. Autre sujet qui fait totalement débat, Jacques Attali, c'est le sujet de la réforme des retraites. Et sur ce sujet, Michel Barnier a proposé potentiellement quelques modifications. Écoutez. On ne va pas tout remettre en cause. Cette loi a été votée dans des conditions très difficiles. Elle a exigé des débats. Est-ce que c'est celle que j'aurais votée probablement à la fin de la route, mais est-ce que c'est celle que j'aurais proposée? Peut-être y avait-il d'autres idées. En tout cas, je vais ouvrir le débat sur l'amélioration de cette loi pour les personnes les plus fragiles, et je le ferai avec les partenaires sociaux. Quel est votre avis là-dessus, Jacques Attali? Oui, moi j'étais favorable à la retraite à points, qui était à mon avis un système beaucoup plus juste. On est arrivé à un système qui en effet était très difficile à faire voter, et Mme Borne a fait ce qu'elle a pu dans les conditions dans lesquelles on lui a imposé d'en débattre. Mais on a un système un peu absurde, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois la nécessité d'avoir une retraite à 64 ans et 42 ou 43 ans de cotisation, ce qui est insuffisant pour ceux qui ont fait de longues études et beaucoup trop pour ceux qui ont dû travailler très jeunes. Donc le système ne tient pas la route. Donc il faut changer ça, c'est clair, au bénéfice des plus défavorisés. Merci beaucoup, Jacques Attali. C'était un plaisir de vous recevoir et c'était fascinant de vous entendre.